Denis Oliven, bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau Conversation. Alors, vous connaissez bien l'univers des industries culturelles et des médias, puisque vous y avez dirigé plusieurs entreprises. En 2007, vous avez publié La gratuité, c'est le vol, quand le piratage tue la culture. Ces jours-ci, avec l'avocat Mathias Chichportiche, vous sortez chez Albin Michel Mortelle transparence. Alors, vous nous rappelez qu'avec Internet, on connaît tout de notre vie, nos déplacements, notre religion, nos achats, quand est-ce qu'on va chez le médecin. Donc, c'est bienvenu, ou plutôt pas bienvenu, je ne sais pas, dans le monde de Big Brother. Alors, si on pousse un petit peu, si on se projette dans l'avenir, Denis Oliven, jusqu'où va nous amener Big Brother ? Eh bien, ça va entièrement dépendre de nous, parce que ce que nous décrivons, c'est une équation finalement très simple, si je la résume. Idéologie de la transparence plus extraordinaire puissance des outils numériques égale menace sur nos droits, sur nos libertés, peut-être sur notre civilisation, au point que certains esprits pessimistes parlent même d'une marche vers ce qu'ils appellent le totalitarisme doux. Pourquoi doux ? Parce que on n'est pas dans des régimes totalitaires, ce n'est pas la politique, ce n'est pas le gouvernement, il reste démocratique. On n'est pas les victimes de Benito Facebook et d'Adolphe Google. On est les victimes quelque part de nous-mêmes. C'est nous qui consentons à abdiquer une partie de nos droits. Pourquoi ? Parce que les bien-être de la société numérique sont tels d'un côté, et puis aussi peut-être parce que notre ignorance, nous avons un certain degré d'ignorance, nous acceptons d'abdiquer une partie de nos droits, et ça peut aller très loin. Alors, dans ce monde un peu totalitariste, si je puis dire, vous nous expliquez que les assureurs feront des tarifs en fonction de notre mode de vie, si on se photographie en train de boire du vin ou si la géolocalisation nous a dit qu'on était allé dans tel hôpital. Voilà, donc c'est quand même affreux quand on y pense. L'une des menaces qui pèsent sur nous, c'est ça. Mais je ne voudrais pas qu'on pense qu'on est hostile aux bienfaits de la société numérique qui sont immenses. Prenons l'exemple que vous avez donné. Oui, en effet, il y a aujourd'hui des assureurs qui ont l'idée de mettre... C'est la fin de la péréquation, de la solidarité. Voilà, ils ont l'idée de mettre dans nos voitures des capteurs qui vont permettre de suivre assez précisément notre conduite. Et si vous êtes un bon conducteur, eh bien, vous aurez une bonne police. Et si vous êtes un moins bon conducteur, vous aurez une moins bonne police. Jusque-là, on peut se dire formidable. Sauf que si vous n'avez pas envie qu'on sache ce qu'est votre vie privée, où vous allez, ce que vous faites, et que vous dites non, écoutez, moi, je ne veux pas de ce capteur, on va se dire, ah bon ? Vous ne voulez pas de ce capteur ? Vous cachez quelque chose. Donc, vous cachez quelque chose. Et c'est ça. Malhonnêteté. L'idéologie de la transparence, c'est ça. Il y avait un idéal de la transparence, que nous avons d'ailleurs inventé, et qui s'accompagnait du fait qu'on avait le droit au jardin secret, à la vie privée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On vous dit, attendez, si vous voulez un jardin secret, c'est qu'il y a quelque chose de suspect. Il y a un soupçon. Et vous voyez comment s'enchaîne une dynamique qui va détruire un acquis essentiel de notre vie en société. Mais la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que vous nous montrez qu'avec la révolution démocratique, la transparence était pour le bien de l'homme, puisqu'il s'agissait de le libérer de l'arbitraire du pouvoir. Et aujourd'hui, avec la technologie, l'homme, j'allais dire, se vautre, accepte de donner toutes ces données. Donc pourquoi l'homme se fait piéger comme ça ? En effet, la révolution de la transparence qui a eu lieu avec les Lumières, avec la Révolution française au XVIIIe siècle, qui était la révolution de la liberté contre l'arbitraire et le secret du pouvoir, s'est accompagnée en même temps de l'invention du droit à la vie privée. Le fait, les deux ont cheminé de pair. Les pouvoirs doivent être transparents, le citoyen doit être protégé. Votre vie privée, vos goûts, vos choix, vos préférences, vos amis, votre religion, vos amis, votre vie sentimentale, votre vie sexuelle, votre vie sociale, c'est votre vie à vous. Et on ne peut transgresser, rentrer dans cet univers que si on a des soupçons très très importants, étayés, définis par un juge, que vous êtes en train de commettre quelque chose de grave, un délit ou un crime. Ce qui s'est inversé avec les technologies et avec quelque chose qui nous vient du monde anglo-saxon, d'une forme de puritanisme qui nous est revenu par les technologies des États-Unis, c'est « mais non,
Vous devez être nu devant vos semblables et devant Dieu. On doit tout savoir de vous. Mais on accepte, on joue le jeu, on met des Snapchat, on se met en scène. Mais c'est même pour ça qu'on a écrit... On est en vacances avec sa petite amie, avec son mari. On l'accepte pour deux raisons. La première, c'est parce que ça joue sur, quelque part, certains de nos travers. Notre narcissisme, notre exhibitionnisme, notre ego. Mais ça joue aussi sur les bienfaits que ça nous apporte. Par exemple, cette montre connectée qui va suivre vos constantes de santé, qui va vous éviter un infarctus, qui va vous éviter un... Formidable. Simplement, vous ne voyez pas la face d'ombre. Parce qu'il y a une face de lumière, il y a une face d'ombre. Parce qu'il y a des médecins qui regarderont derrière et qui... Des assureurs, des employeurs. Et donc, il y a un voile d'ignorance. C'est même pour ça qu'on a écrit ce livre. Parce que nous, on considère, Mathias et moi, que la première des choses qu'on doit faire, c'est être conscient. Peut-être qu'on peut accepter collectivement un certain nombre de renoncements à nos libertés. Mais il faut qu'on le fasse avec un consentement éclairé, comme on dirait en médecine. Voilà. Il faut qu'on sache ce qu'on fait. Or, aujourd'hui, on ne le sait pas. On cochera en s'inscrivant sur des sites, accepte de... Ça, c'est une chose. Mais on le fait aujourd'hui, mais qui d'entre nous regarde avant de cocher? Personne ne regarde. Vraiment, mais au-delà du consentement individuel, il y a collectivement quelle société nous voulons. Prenez la médecine, qui est un autre grand progrès de la technique. On est tous pour les progrès de la médecine, mais on a tous accepté ou demandé des lois bioéthiques qui évitent Dr Jekyll ou Dr Frankenstein. Prenez l'énergie. On est tous évidemment pour les énergies, l'électricité, le pétrole, etc. Mais on a tous pris conscience du fait qu'il y avait des dangers pour l'environnement et qu'il fallait qu'on se protège. Eh bien, pour le numérique, c'est pareil. Pour l'énergie, on a peut-être attendu trop tard pour débattre de tout ça. Il a fallu que le réchauffement climatique nous réveille. N'attendons pas le réchauffement numérique pour nous réveiller sur le digital. Il est temps de débattre. Non pas, je le redis, c'est très important, non pas pour empêcher le progrès. Moi, je ne pense pas qu'on a le choix entre ceux qui ont la nostalgie du temps de l'époque bénie d'avant. Mais mettre des contraintes, enfin des limites. Maîtriser ce progrès pour en garder un progrès qui protège. Maîtriser ce qu'il y a de fantastique dans la révolution numérique, et c'est génial. Mais évitons les effets négatifs. Le bon grain est livré. La phase de lumière de ce progrès, gardons-le. La phase d'ombre, maîtrisons-la, discutons-en déjà pour commencer. Sur la table. Alors, vous nous avez parlé de la vie privée tout à l'heure. Donc, les réseaux sociaux poussent à la transparence et à l'exemplarité, comme on l'a vu. Qu'est-ce que vous pensez des affaires Hulot ou Darmanin ? Elles illustrent assez incroyablement ce qu'on a essayé de définir et de décrire. Oubliez un instant Hulot, mettons-nous à sa place, parce que dans la société numérique, ça va arriver à chacun d'entre nous. Riche ou pauvre, faible ou puissant, connu ou inconnu, ça va arriver à chacun d'entre nous. On exhume une affaire vieille d'une vingtaine d'années pour laquelle il n'y a pas de décision de justice, ou plutôt il y a un classement sans suite. Oui. On exhume cette affaire et tout à coup, vous êtes déféré devant le tribunal du buzz, un tribunal qui ne connaît ni procédure contradictoire, ni avocat, ni juge. Vous allez être coupable et en plus qui ne connaît pas le droit à l'oubli. Oui. Pensons à nos enfants. Nos enfants peuvent peut-être faire demain une bêtise, ou bien on les accuse d'une chose qu'ils n'ont pas commise, ou ils postent une photo. Et dans 10 ans, quand ils seront dans une procédure d'embauche, on leur ressortira ça. Donc c'est cette société-là, du pilori 2.0, qui est extrêmement inquiétante. Donc il y a une bonne et une mauvaise transparence. La bonne transparence, c'est le jugement Cahuzac en ce moment, la bonne transparence, c'est celle qui met à nu, elle met à nu, par des procédures de justice, parfois par des enquêtes journalistiques approfondies, elle met à nu les turpitudes de ceux qui nous gouvernent. Et puis, il y a une mauvaise transparence, c'est celle qui vous livre en pâture, qui peut être de la délation, qui détruit, qui peut aller très loin. C'est celle qui ruine notre vie privée, qui fait de la vie privée n'existe plus, qui fait que ce qui était la présomption d'innocence est devenu la présomption généralisée de culpabilité, qui fait qu'il n'y a plus de droit à l'oubli, c'est-à-dire des éléments essentiels que nous avons mis 2 siècles à construire et qui nous permettent de vivre ensemble de manière civilisée et qui sont menacés. Donc il faut nous sommes tracés. Voilà, il faut qu'on défende la bonne transparence, que la justice puisse s'exercer, que la presse puisse faire des enquêtes, et il faut qu'on se protège d'une mauvaise transparence qui nous menace tous. Alors, il y a un autre point sur lequel je voulais vous interroger, c'est, vous nous dites, l'exemplarité, la transparence mène au conformisme. Voilà, il y a une espèce de bien-pensance. J'allais vous dire oui et non, parce qu'en même temps, on voit des propos extrêmement radicaux
quelquefois qui peuvent être choquants, des propos antisémites, homophobes, sexistes sur Internet. Donc, conformisme, oui et non. C'est vrai, en fait, on a les deux. On a un conformisme généralisé. Il y a Panurge est le roi des réseaux sociaux, oui. Au point que chacun évite, fait attention à ce qu'il dit, de peur d'être rattrapé par la patrouille digitale. On a connu les gardiens de la révolution en Iran. Maintenant, il y a les gardiens de la révolution numérique, une espèce de police des mœurs et de la pensée qui vous disent ce qu'il faut penser. Et d'un autre côté, vous avez des niches, des îlots dans lesquels des gens qui pensent tous ensemble la même chose et des choses parfois épouvantables se réunissent. Donc, mais c'est quand même un conformisme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas confronté à l'opinion d'autrui. Ce qu'on appelle par exemple la fachosphère. Oui. Il y a une petite centaine, je crois, de sites donc, de gens qui partagent leur opinion, qui se retrouvent entre eux et qui sont très contents de ne pas être confrontés à la contradiction. Et c'est ça, il y a une tyrannie de l'opinion dominante dont la planète numérique est le lieu. On n'a plus de débat. C'est j'ai mon opinion et je la partage, merci. Tu as la tienne et tu la partages. Et toute confrontation entre nous. Donc tout ça participe aussi de la destruction d'un certain esprit de civilisation qui voulait dire qu'on était capable d'échanger des arguments pacifiés. Enfin, comme vous dites, la pire chose finalement dans les réseaux sociaux, c'est la nuance. Enfin, c'est ce qui manque. C'est la nuance. Il n'y a plus de nuance. Le réseau, alors Raphaël Enthoven a parlé du parti unanimiste. Vous pouvez être dans une petite communauté unanime ou dans la grande communauté unanime, mais l'unanimisme est la règle de cet univers. Alors il y a un autre point, les réseaux sociaux charrient fausses et mauvaises nouvelles. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron a raison de vouloir lutter contre les fake news ? Je pense qu'il a raison sur le principe. Parce qu'en effet, la propagation des fausses nouvelles, on a vu l'incidence qu'elle avait compte tenu de la puissance des réseaux sociaux lors de la campagne. Qu'est-ce qu'une fake news ? Comment vous définissez une fake news ? Simplement, il faut qu'on se méfie évidemment du fait qu'on laisse à un juge le soin de savoir ce qu'est la vérité. C'est pas son travail. Ouais. Donc, ce dont il faut qu'on s'assure, c'est qu'un certain nombre de règles déontologiques ont été suivis. C'est que l'information, on ne sait jamais si une information est vraie ou pas, mais on sait si on a été la chercher selon des procédures de vérification qui sont déontologiquement fondées ou pas fondées. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, on a dans les médias... Tout le monde n'est pas journaliste. Enfin, les journalistes peuvent se tromper, hein, mais les tout le monde n'est pas journaliste. Peuvent se tromper, mais les journalistes suivent des procédures, notamment des procédures contradictoires. Quel est le principe général de la manifestation de la vérité, que ce soit devant la justice ou dans une enquête journalistique bien faite? C'est le principe de la contradiction. C'est que vous enquêtez à charge et à décharge. C'est que vous donnez la parole non pas seulement à ceux qui défendent une thèse, mais à ceux qui défendent l'autre. Et c'est finalement vos lecteurs ou le jury qui va se faire son opinion à partir de ces éléments contradictoires. Un dernier point, vous nous dites qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis. En fait, c'est plus de la réaction que de la réflexion. Et que la réflexion a disparu avec l'expert. L'expert a disparu. Et que finalement, la démocratie est en train de changer en vétocratie. Et que faire pour éviter cela ? Si j'avais une réponse simple, je vous la donnerais. Non, en effet, on assiste à la dévalorisation des experts, ce qui, quelque part, a un aspect positif. C'est-à-dire qu'il y a une parole citoyenne. Donc il y a un aspect positif, un aspect négatif. Comme on a mis en épigraphe de notre livre la fameuse formule de Nietzsche « Malheur à moi, je suis nuancé ». Ce qu'on décrit, ça n'est pas noir ou blanc. Ce sont des phénomènes qui ont chaque fois des éléments positifs et des éléments négatifs. Donc le droit de parler des citoyens, c'est positif. Le fait que chez Wikipédia, mon avis à moi qui n'y connais rien et celui d'un professeur d'astrophysique de Saclay sur la question du nucléaire se valent, c'est un petit sujet tout de même. Comment rendre la parole à l'expert ? Eh bien, il faut qu'on arrive à trouver des formules d'association, de débat citoyen, et le numérique peut nous offrir des outils qui permettent de confronter les experts à la parole citoyenne. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il faut qu'on arrive à faire les deux. Il y a tout un tas d'expériences, je ne reviens pas là-dessus, on les décrit, qui permettent d'atteindre cet objectif. Mais en effet, la démocratie change. On ne peut pas imaginer qu'aujourd'hui, les
formule de représentation traditionnelle de la démocratie. On ne vote pas pour quelqu'un. Voilà, donc il faut... C'est un rejet d'une autre ou on s'abstient. On s'aperçoit d'une chose dans le fonctionnement politique maintenant, compte tenu de la souveraineté des individus, du droit que ces individus se sont reconnus de participer activement aux décisions de la cité, c'est que le débat commence après l'élection. Ce n'est pas parce que vous avez été élu sur un programme que vous devez le faire. Une fois que vous avez été élu, vous devez rediscuter avec les citoyens et les experts pour que chacun endosse la décision que vous allez prendre. Parfois un peu long, enfin, le Brexit, parfois un peu complexe. Si on a l'exemple du Brexit, on peut discuter après, mais le vote est là. Oui, mais est-ce qu'il y a eu le travail préalable d'élaboration de la décision ou bien est-ce qu'on a été précisément sous l'emprise de l'urgence, de l'immédiateté, de l'égalité de toutes les opinions, des informations fausses? Il faut que nos méthodes de gouvernance des sociétés démocratiques réussissent à utiliser le numérique pour approfondir les questions et pas au contraire pour les rendre toujours plus artificielles et plus superficielles. Oui, absolument. Écoutez, merci beaucoup pour cette plongée dans cet univers de Big Brother et les nuances que vous y apportez. Merci à vous. Merci. Au revoir Denis Oliven.